Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui devient un classique à chaque grand chelem. On va essayer de prédire le vainqueur. L'année dernière, on était à 2 sur 4. Oui, on a réussi à avoir le bon vainqueur à l'Open Australie et à l'US Open. Malheureusement, à Wimbledon et à Roland Garros, j'ai inversé. J'ai dit Roland Garros, Alcaraz, Wimbledon, Djokovic. Bon, bah écoutez, cette année, on va essayer de viser le 4 sur 4. C'est parti. Et mon favori numéro 1, c'est Novak Djokovic. Oui, ça paraît évident dit comme ça. Le mec, il a gagné 10 fois le tournoi, recordman en grand chelem, voilà, tout ce que vous voulez. Mais il arrive blessé. Et comme il l'a dit lui-même, en 2021 et en 2023, il était blessé aussi. Donc c'est sûr qu'il va gagner désormais. Mais plus sérieusement, je pense que sa blessure à la United Cup, c'est pas si sérieux que ça. Enfin, c'est moins sérieux que ce qu'il veut nous faire croire. Et à battre en grand chelem, je l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est le joueur le plus difficile à battre en grand chelem au format des 3 sets gagnants. C'est le format qui les maîtrise le mieux, l'effort lissé sur la durée, sur 7 matchs. C'est ce qui lui convient le mieux et donc oui, c'est pour ça que je pense que Novak Djokovic est le favori de cette Open d'Australie 2024. Et en favori numéro 2, je vais mettre Yannick Sinner. Yannick Sinner, la fin de saison dernière était excellente. Dans la foulée de sa victoire à Toronto, pour son premier Masters 1000, bon, il s'est un peu chié à l'US Open malheureusement, il perd contre Alexander Zverev en 5-7. Et puis après, ça a été une masterclass. Il a 2 défaites après ça, c'est contre Shelton à Shanghai et contre Djokovic au Masters. Non, Sinner, il a enchaîné les victoires, il a battu 2 fois Djokovic en une semaine, ce qui est fort en Coupe Davis et en poule au Masters. Il a montré du caractère, il a empilé les victoires sur Medvedev, sur Alcaraz. Non, la fin de saison d'Yannick Sinner l'année dernière était impressionnante, reste à confirmer en Grand Chelem, mais je pense qu'avec le niveau qu'il a montré, il va avoir des premiers tours assez faciles qui vont lui permettre de s'économiser. Alors pourquoi je le mets numéro 2 ? Principalement parce que, on l'a vu, des fois il a du mal en Grand Chelem sur les formats longs. Je pense que Djokovic est encore meilleur que lui à ce jeu-là, mais je lui vois personne à son niveau, en tout cas actuellement. En favori numéro 3, je mets Carlos Alcaraz. Alors oui, je mets Carlos Alcaraz devant Medvedev. Je mettrai Medvedev après, on va faire un truc groupé pour les deux. Alcaraz tout simplement parce que il a un jeu que je trouve plus versatile que Medvedev. Voilà. Alors bien que Medvedev l'ait battu à l'US Open avec une tactique relativement simple, c'était pas un bon Alcaraz non plus à l'US Open. On en avait parlé un peu avant, il était en difficulté à enchaîner depuis Wimbledon. Et sa fin de saison dernière, comme d'habitude, un peu cramé en fin de saison. Alcaraz, ça fait 2 saisons consécutives que ça arrive, un peu le syndrome Rafael Nadal pour lui. Mais je pense que là, il va arriver frais. Il y a son match d'exhibition contre 2 mineurs qui s'est fini, ça jouait bien. Donc non, Alcaraz, je pense qu'il est le favori numéro 3 à mon sens. Et donc Medvedev numéro 4, tout simplement pour la palette technique qui est moins grande chez Daniil. Et une fin de saison, l'année dernière au Masters, il nous avait laissé un peu sur notre faim, je trouve. Donc voilà, mais après, c'est sur dur. Ça reste Medvedev, ça reste un mec qui a déjà 2 finales ici. Ça reste un mec qui est habitué au format des 5-7 désormais. Donc voilà, je pense que ces deux vont de pair. L'écart de niveau est pas grand, mais je mets Alcaraz devant Medvedev. Et dans mon ordre d'idée des choses, il y avait Djokovic. C'est les 3 autres derrière qui se tiennent en pas grand chose. Et derrière, d'un coup, on va continuer avec le top 10 avec Andrei Rublev. Ouais, Andrei, je le vois pas faire un grand Open d'Australie comme à chaque grand chelem en fait. Je pense que son plafond de verre c'est les quarts de finale et qu'il y a toujours un gap qu'il n'arrive plus à passer. Je sais pas si c'est mental, si c'est juste que les mecs sont meilleurs que lui. Mais Rublev, j'ai du mal à aller voir plus loin que les quarts de finale. Bon, voilà, j'espère me tromper, mais un peu de mal avec Andrei qui pourtant est, je trouve, de plus en plus régulier. Derrière Rublev, on va avoir un joueur qui, je pense, va être à surveiller de très près. C'est Alexander Zverev. Alors oui, il arrive avec la pancarte numéro 6. Donc, en soi, c'est logique qu'il soit à surveiller. Mais Zverev, c'est bon. Depuis Roland Garros, en fait, il a retrouvé un bon niveau et je trouve qu'il ne fait que progresser. L'année dernière, à l'US Open, il perd contre Alcaraz, mais c'était pas un mauvais match. Il tape Alcaraz au Masters, il passe pas loin de battre Medvedev. Ouais, il sort pas des poules, mais pas de grand chose. Il bat Rublev très facilement. Et là, à la United Cup, Zverev, en vrai, il avait un bon niveau. Il perd que contre 2 mineurs. Mais non, solide Zverev. Solide et à surveiller, je pense. Numéro 7, on a Tsitsipas. Alors Tsitsipas, l'année dernière, j'avais dit qu'il serait finaliste. J'ai eu une bonne vision.
Tsitsipas, globalement, j'ai eu à peu près raison sur tout ce que j'ai dit l'année dernière. J'avais dit qu'il irait pas loin à l'US Open, qu'il irait pas loin à Wimbledon. Bon, Wimbledon, je me suis un peu foiré. Mais ouais, l'US Open, j'avais dit qu'il irait pas loin. Roland Garros, je disais qu'il allait pas faire grand chose non plus. Mais j'avais prédit sa finale à l'Open d'Australie. Et. Allez. On va dire 8ème de finale pour Stefanos. Pas impressionnant la United Cup. Il a même pas joué le premier simple. Donc on sait pas trop l'état de forme dans lequel il arrive. Il avait abandonné au Masters dans son match contre Rune. Stefanos, j'ai l'impression qu'il stagne en fait vraiment depuis 2 ans maintenant et que les mecs sont meilleurs que lui maintenant. Il est 7ème. L'année dernière, il était 3ème au moment de l'Open d'Australie. Il y a un petit downfall pour Stefanos. On espère que ça va vite se terminer, mais je le vois pas faire grand chose dans cette Open d'Australie. Et on enchaîne avec ce qui, j'espère, sera la saison de la confirmation pour lui, c'est Holger Rune. Une saison 2023, je vais pas dire décevante, mais un peu, il y a eu un énorme trou entre Wimbledon et Bâle finalement. Ouais, Holger Rune, ça a été compliqué pendant longtemps. Il fait une fin de saison plutôt belle, voilà, il perd contre Djokovic à Bercy après un beau duel. Au Masters, il perd contre Sinner et Djokovic. Mais ça t'intéresse les pronos toi aussi? Oui, désolé pour la petite interruption chat. Mais oui, par rapport à Holger Rune, bon, bah écoutez, moi j'espère qu'il va aller loin. Hein. Sincèrement, je pense que c'est celui qui a, en dehors de Alcaraz, Sinner et Medvedev, je pense que c'est celui qui a le plus à même d'embêter Djokovic. Je pense que Djokovic n'a pas envie d'avoir dans sa partie de tableau. Leurs matchs sont souvent serrés, il l'a même battu 2 fois, oui, à Bercy l'an passé, enfin en 2022 maintenant même, et à non, à Rome. À Rome, il le bat l'an dernier. Rune, je pense que sincèrement, c'est quelqu'un qui a un jeu qui est très versatile et très embêtant pour les joueurs comme Djokovic, Medvedev, même Sinner, hein, qui a eu du mal à s'en défaire au Masters, un premier set maîtrisé, et ensuite Rune qui était beaucoup plus accrocheur. Il n'a pas peur, et je pense qu'il peut aller loin. On termine ce top 10 par Hubert Hurkacz et Alex de Minaur. Alors Hubert Hurkacz, bon bah voilà, comme d'habitude, hein, il a été victime de son syndrome Winnie l'ourson. À la United Cup, il avait la balle de titre pour la Pologne et il la rate contre Zverev. Bon bah écoutez, tant pis, hein, mais Hurkacz, comme d'habitude, ça joue bien et dès qu'il y a un gros qui se montre devant lui et qu'il a l'opportunité de la battre, il panique. Donc bah oui, comme d'hab, pour Robert Hurkacz, on va dire un 8ème de finale, un quart peut-être, mais ça ira pas plus loin. Et le nouveau du top 10, première fois dans le top 10 pour Alex de Minaur, et lui pour le coup il va être à surveiller. Oui, Alex de Minaur qui va être à surveiller, hein, très très fort à la United Cup, où il tape Fritz, il tape Djokovic, il tape Zverev. Vraiment, de Minaur en ce moment il est en feu. Là il a battu Alcaraz lors de leur match d'exhibition ce matin. Et ouais, de Minaur en Australie, c'est toujours dur à affronter. L'année dernière, il perd contre Djokovic en 8ème de finale, je crois. Un mauvais match, disons-le. Il avait fait un mauvais match l'année dernière contre Djokovic, mais saison 2023 bonne pour de Minaur qui confirme en entrant dans le top 10. Et ouais, non, de Minaur, sincèrement, cet Open d'Australie, est-ce que ce serait pas le moment où il se révèle? Et on va finir ce côté masculin par 3 joueurs que j'ai envie de surveiller côté homme, donc. On commence par Dimitrov. Dimitrov, sincèrement, c'est l'année de la renaissance. Le Boug, il était perdu. Il faisait des bons matchs, puis des creux, puis des bons matchs. Et là, depuis la fin de saison dernière, il est régulier. Enfin, Grigor Dimitrov est régulier. Ce n'est plus Grigor Chokitrov. Lui qui avait la fâcheuse habitude de choke, et bah ça y est, il ne choke plus. Il a battu Rune à Brisbane. Et un superbe Bercy en fin de saison dernière. Grigor Dimitrov, non, ouais. Je pense qu'il y a les moyens d'aller loin. Les quarts, les demi, potentiellement. Il a un jeu pour faire chier pas mal de monde, notamment Medvedev ou Alcaraz. Peut-être même Sinner, peut-être Djokovic. Pas sûr, mais peut-être. Dimitrov, j'espère le voir aller loin. Sincèrement, l'Open d'Australie, c'est un tournoi qui lui a souvent réussi. Il est souvent allé en quart. Il a fait une demi aussi. Allez, on espère qu'il ira loin. On enchaîne avec la surprise de l'an passé, Ben Shelton qui s'était incliné en quart de finale. Ouais, Ben Shelton c'est costaud, enfin c'est costaud en Grand Chelem, parce que dans les tournois autour des Grands Chelems, il y a eu un énorme creux comme Rune. Hein. Et lui, entre l'Open d'Australie et l'US Open, je crois qu'il a passé qu'une seule fois le deuxième tour d'un tournoi, ce qui est assez inquiétant. Mais la saison passée, fin de saison dernière, voilà, demi à l'US Open,
il remporte Tokyo, oui, les grandes selles lui font pas peur, personne ne lui fait peur finalement, il a rien à perdre, il va arriver avec un peu une étiquette d'épouvantail, je pense que personne va avoir envie de le tirer ou de l'avoir de son côté, à voir ce qu'il peut faire, j'ai pas énormément d'attentes, mais à voir ce qu'il peut faire. Et on conclut par un gars qu'on a retrouvé à la United Cup, Casper Ruud, impressionnant Casper l'apprenti fantôme, contrairement à la saison passée, voilà, parce que sa United Cup la saison dernière était calamiteuse, sa préparation aussi, là cette année il a l'air d'être revenu, il a d'avoir appris de ses erreurs, il a un coup droit qui tourne comme une machine, sincèrement incroyable, il n'a pas perdu un set je crois, en 3 matchs à la United Cup, il bat Manarino, oui je sais plus trop qui il bat ici, il bat Fokina aussi, pas des énormes têtes, mais d'excellents matchs du côté de Casper Ruud. On verra ce qu'il est capable de faire. C'est quand même un mec qui a 3 finales en Grand Chelem. Je ne présage de rien avec lui. Il peut sortir au premier tour comme il peut aller en finale. Je ne présage de rien. Et on finit par un petit mot du côté féminin où je vois globalement 4 joueuses capables de s'imposer. Dans l'ordre, Iga Swiatek, voilà une United Cup impressionnante. Queen Iga, comme d'habitude. Elle a matraqué tous ses adversaires, elle a juste lâché un set contre Caroline Garcia, mais sinon le reste, ça a été défacé. Pas beaucoup de concurrence non plus, c'est vrai, mais globalement, Iga Swiatek impressionnante. Je poursuis avec Sabalenka, malgré sa défaite 6-3, 6-0 en finale de Brisbane contre Rybakina. Je pense qu'elle est mieux armée mentalement, en tout cas, pour les grands chelems, et puis c'est la tenante du titre aussi, à ne pas oublier. 3, Elena Rybakina, donc en 3e, qui m'a impressionné à Brisbane. Elle a lâché très peu de jeux, très propre, très solide. Mais il y a toujours un mais en Grand Chelem, bien qu'elle ait gagné Wimbledon. Quand il y a de la grosse adversité, il y a la tendance un peu à baisser de niveau. Les blessures aussi, parfois, qui la freinent. Donc à voir, mais elle est finaliste en titre. On verra, mais elle peut aller loin aussi. Elle peut remporter le tournoi, elle en a les moyens. Et en 4, je vais mettre Coco Gauff. On n'a pas vu ce qu'elle a... Oui, on l'a pas vu en début de saison en fait. Je suis même pas sûr qu'elle ait joué. J'ai pas assez suivi, mais je crois pas qu'elle ait joué. Mais une fin de saison passée impressionnante. Elle a remporté son premier Grand Chelem enfin. Enfin, elle n'a que 19 ans. Enfin, 19, je ne sais plus. Mais Coco Gauff, ouais, elle a un jeu qui fait mal. À voir. Mais je pense qu'elle est encore un peu en dessous des autres. Et pour vous, qui va remporter l'Open d'Australie féminin, masculin? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à liker cette vidéo, ça aide énormément. Abonnez-vous à mon Insta aussi, on fera des sondages pour les matchs du jour, les matchs un peu tendus, parce que le tableau n'est pas encore sorti. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ça sera sûrement du foot, je vous en dirai un peu plus quand vous la verrez, sur Insta évidemment. Et on se retrouve donc très bientôt pour cette nouvelle vidéo football. Ciao ciao.